Podtaf. Podtaf ? Podtaf. Podtaf. Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi c'est Sarah, On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti Laura, t'es prête? Oui. Et justement, on accueille notre nouvel invité du jour. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Michael Méziane, qui a un métier formidable. Il est cuisinier. Et il va nous en dire plus aujourd'hui. Bonjour, Michael. Bonjour, trop content d'être là. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre un cuisinier, un chef et un restaurateur? Et la différence, c'est que cuisinier, c'est le métier, et chef, c'est le titre. Et restaurateur, c'est ce qu'on devient si on a envie d'être patron. Mais Donc aujourd'hui, Donc- tu es à la fois cuisinier, chef et restaurateur. exactement. Quel est le nom de ton restaurant? La Passerelle, Et tu es situé 172 quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux, sur les bords de Seine. Michael, dis-nous en quoi consiste ton métier? Mon métier, c'est de travailler avec les produits que nos super paysans, dans le sens noble du terme, nous sortent. Et puis en fonction des saisons, et de les assembler pour procurer du bonheur à nos clients qui osent pousser la porte de l'établissement. C'est toi qui établis les menus? On le fait ensemble avec les équipes. Souvent, je donne la ligne principale. Je vais dire à mon bras droit et à mes chefs de partie, la saison prochaine, on est sur la saison du Saint-Pierre, par exemple, ou de l'agneau. Le produit à côté, ça va être la pomme de terre, peu importe. Et eux vont me faire des propositions. On va goûter. Et puis, on se met sur la table. Et le plat qui est retenu sera sur la prochaine carte. Tu es restaurateur aujourd'hui, donc tu dois gérer ton affaire. J'imagine qu'il y a tout un processus de sélectionner tes produits, sélectionner tes fournisseurs, te faire livrer et ensuite cuisiner. Je travaille avec mes fournisseurs qui sont les mêmes depuis des années. C'est que des gens avec qui j'ai bossé ailleurs, donc qui m'ont connu quand j'étais commis ou demi-chef de partie ou chef de partie dans des restaurants étoilés. Et naturellement, quand je vais voir mon restaurant, je les ai appelés. Et donc, ça fait 12 ans que je bosse avec mon poissonnier, Virginie Saint-Eustache sur les fruits et légumes, Vanessa, qui est la directrice commerciale, qui m'a connu quand j'avais 14 ans. Nous, on est très connus pour le vin. J'ai Virginie, ma directrice sommelière, qui est avec moi depuis 7 ans, qui est très forte dans son domaine. Et moi, ça a été une grosse passion depuis 5-6 ans. Et donc, on construit la carte des vins à deux et on se déplace l'un et l'autre, chacun notre tour, chez les vignerons pour les visiter. Tu peux nous raconter une histoire où tu as dû aller toquer littéralement un portail de vignerons pour dégoter des bouteilles? J'ai toqué à la porte de beaucoup de vignerons sur un domaine qui s'appelle Gangloff, à Côte-Rôtie. Un tout petit domaine, très connu pour les Côte-Rôties et les Condrieux, Saint-Joseph blanc et rouge, bien sûr. Et je leur fais une lettre. Ils me répondent pas. 1 an après, je leur écris une lettre à la main. Ils me répondent toujours pas. Et je leur écris une lettre. Et un peu machinalement, j'écris à Emma. Donc je mets Emma et Yves Gangloff, qui est la femme de Yves, qui est décédée. Et donc, Tu le savais? je le savais, mais machinalement, je l'ai écrit comme un couillon. J'ai écrit. Et donc, je me dis, putain, merde. Et je me dis, la lettre est partie. Et quelques mois après, je redescends dans le sud parce que j'ai des rendez-vous chez un vigneron qui est à côté, chez les Gérins, chez Alexis et Michael, qui sont des très bons potes. Et j'arrive en avance. Et je me dis, je suis dans la région, je vais prendre ma voiture. Il est 9h du mat. Alors, il faut s'imaginer, je suis parti à 4h de Paris. J'arrive à 9h du matin à Ampuis, donc c'est 20 minutes au sud de Lyon. Dans un petit village, il pleut. Je sais même pas où je vais, parce que je tape sur le GPS Gangloff, mais c'est tellement petit qu'il n'y a pas âme qui vit dans le village. Et je me gare, je prends une bouteille de champagne dans le coffre, et là je erre dans le village en cherchant le truc, et là je sonne à la porte. 9h du matin. Ouais, je sonne. Oui, bonjour, j'ai un cadeau pour vous. Donc là, Tu fais un peu Ok. peur là. Personne ne me fait ça à 9h du matin. donc, elle me dit, d'accord, j'arrive. Et donc là, elle monte. Et donc là, je rencontre Elsa, donc la fille. Et elle me dit, bonjour, c'est quoi? Et donc je lui explique, et je dis, écoutez, voilà, j'ai une bouteille de champagne, j'ai adressé un courrier pour votre mère et votre père. Machinalement, j'ai écrit à votre mère, donc je vais m'excuser de ma maladresse, quoi. Et elle me dit, vous avez fait 600 bornes pour ça, quoi. Je dis, non, j'ai rendez-vous à côté chez les gens. Elle me dit, ah d'accord, trop sympa. Et finalement, on a affité, et 1 an après, j'ai eu du vin. Mais je crois que s'il n'y avait pas eu ça,
Belle histoire. Quel parcours. Donc j'ai plein d'histoires comme ça avec les vignerons, assez drôles. Est-ce que tu peux nous faire un déroulé de ta journée type? J'ouvre le restaurant à 8h45. On regarde avec mes équipes la marchandise qui arrive. Petit café. Après, soit je fais de la compta, soit je suis en cuisine s'ils ont besoin de moi. Après, aujourd'hui, mes équipes sont quand même assez autonomes. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont même mieux quand je ne suis pas avec eux. Donc, je suis là sans être là, mais je suis là. Midi, service. Fin de service, 14h30 si je connais personne, 17h si je connais du monde. Coupure entre 2 et 3h. Et le soir, service. On prend nos dernières tables à 21h15 à la prise de commande. Comme ça, au plus tard, 23h, tout le monde est rentré et mes équipes en cuisine, à 22h, ils sont partis. Est-ce que tu te sens stressé dans ton travail? Très stressé. Quand j'ouvre, j'ai 25 ans. J'ai pas conscience de ce que je fais et ça marche tout de suite. On se fait exploser. Je me suis mis 300 000 euros sur le dos, mais ça tourne. Donc finalement, l'aspect financier n'est pas vraiment un problème. Et il y a le Covid qui arrive. Il y a la paternité qui arrive, donc on n'est plus égoïste, on pense à d'autres personnes. Et là, finalement, chaque jour, c'est une bagarre parce qu'on se dit, est-ce qu'on va réussir à remplir le restaurant? Est-ce que je vais réussir à payer mes gars à la fin du mois? Est-ce que mes clients vont être contents? Est-ce que je vais pas manquer d'argent pour mes enfants? Donc c'est un stress que je ne connaissais pas avant le Covid. Être chef, pour moi, ce n'est que du stress. Alors, c'est peut-être un stéréotype que j'ai, ou c'est de mes souvenirs d'années de serveuse, où, en fait, pour moi, une cuisine, c'est de la masculinité ultra toxique parce qu'il y a un niveau de stress énorme. Et en fait, pendant le service, ça carbure, mais une fois que c'est fini, tout le monde redevient des petits agneaux un peu. Si, c'est vrai. Après, ça l'est de moins en moins. Nous, on a instauré avec mes équipes un climat plutôt serein. Donc, il y a toujours une guéguerre salle cuisine, mais qui est saine. Après, en cuisine, j'étais le chef qui gueulait avant beaucoup parce que j'étais pas chez moi. Maintenant que je suis chez moi, je gueule plus trop en cuisine. Est-ce qu'on reproduit ce qu'on a aussi appris? Enfin, j'imagine dans tes premières années de service, commis, etc., Ouais. tu as sans doute malmené pour que tu deviennes très bon. Exactement. Est-ce que tu reproduis ce schéma-là? Moi, donc, quand j'ai 14 ans, je travaille dans un restaurant qui s'appelle le Pavillon Montsouris. J'ai un chef qui fait 200 kilos, polonais. Tous les matins, quand j'arrive, il me dit « Méziane, droite ou gauche ?» C'est pour ça dans quelle épaule il va taper. Juste pour me dire bonjour. C'est sympa. Donc, c'était pas la bise. C'était pas la bise, droite ou gauche, pan. Et finalement, je sors à 14 ans, je suis un petit branleur. Et il m'apprend, il me transmet sa passion. C'était du bisoutage, c'était très difficile. Mais finalement, il m'a donné une rigueur que j'avais pas. Quand je continue à bosser chez lui, 2 ans après, je suis déjà presque responsable d'un poste parce que ça fait 3 ans que je suis dans la baraque. Il me fait confiance. Et je reçois un stagiaire qui a 21 ans. Et mon chef me regarde, me dit « Tu le sers ». Donc moi, au haut de mes 16-17 ans, je dois serrer un mec de 21. Et en faisant ça, je dois le serrer pour montrer aussi à mon chef que je sais m'affirmer et que je sais gérer du staff. Alors que finalement, à 16-17 ans, même si je connais la mise en place et que je connais le service, je suis sûrement moins bon que lui. Et je lui mets la pression, parce que sur le service, je suis meilleur que lui. Et ce gars-là craque. Il enlève son tablier, il se barre. Et vu que moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant à la base, forcément, on regrette. Et il se passe 1 an, je ne suis plus dans cette entreprise-là. Et ce gars-là, je le recroise dans un parc. Et finalement, quand je le croise, il me dit « Ah, Mika, ça va, tu vas bien ?» Donc, trop ça va. Je dis « Ah, ça va, et toi ?» Et puis, il me dit « Tu sais, je suis passé 3-4 mois après au restaurant pour tous vous voir. Et tu y étais plus, je voulais te remercier parce que tu m'as mis une pression de dingue qui fait que j'ai arrêté. Et donc, j'ai intégré une école de gendarmerie et où je m'éclate en gendarmerie. Et je pense que si tu n'avais pas été aussi dur avec moi, je me serais sûrement endormi dans un métier qui n'était pas fait pour moi. Oh. Le problème, c'est que la restauration, c'est une voie de garage. Quand on est nul à l'école, on nous dit soit tu vas être serveur, soit tu vas être cuisinier, soit peintre, soit carrossier. Et donc, on a beaucoup de gens qui sont là par hasard. Et je crois que si les chefs ne mettent pas un peu de rigueur sans que ça soit méchant, un peu de pression, j'ai peur qu'on ait beaucoup de cuisiniers qui soient là par hasard. Par défaut, un peu. Ouais. Et toi, justement, comment tu es arrivé là? J'aime pas l'école et puis surtout, j'ai mon père qui a un restaurant et depuis tout petit, j'ai l'habitude d'essuyer des verres le week-end, le samedi midi, le samedi soir parfois et le dimanche midi. Donc en gros, ton père, il te dit à l'époque, ok, t'aimes pas l'école, mais tu vas aller travailler, mon petit coco. Exactement. Et puis et moi, je lui dis, je travaille avec mon père, c'est cool. Et il me dit, non, mais tu vas pas bosser en salle, je te mets en cuisine. Et donc, il m'a mis en cuisine chez son ami au Pavillon Montsouris. Et donc, me voilà parti à 14 ans, alors que j'avais jamais fait cuire un œuf. Alors, t'as commencé par quoi? C'était quoi tes premières tâches ingrates? Ma première tâche en cuisine quand j'ai commencé, ça a été décortiquer des gambas. J'ai fait 7 ans d'apprentissage. J'ai fait relais de Sèvres. On avait une étoile porte de Sèvres. Après Prince de Galles. Et puis après, j'ai commencé à bosser directement chez Robuchon.
ouais. Et comment t'as fait? Alors à l'époque, Robuchon, c'était très compliqué. On rentrait que sur piston. Et c'est mon chef du Prince de Galles qui m'a fait rentrer. Sympa. Ok. J'ai fait que des restaurants étoilés. Qu'est-ce qui t'en fait partir, du coup, et pourquoi tu as ouvert ton restaurant après? Alors moi, c'était le restaurant, je l'ouvre, c'est un peu une chance. Elle s'est présentée à ce moment-là, quand j'étais très jeune. Et soit je prenais le risque de regretter toute ma vie de ne pas avoir dit oui pour un cadre comme ça, à 5 minutes de la Tour Eiffel en bord de Seine, soit je prenais le risque de me casser la gueule. Et à 24 ans, finalement, on a le droit de se casser la gueule au pire. Comment financièrement tu ouvres un restaurant? Et bah, c'est une création, donc j'ai pas eu de fonds de commerce à racheter. Donc on est parti à la banque avec 10 000 euros à droite, 15 000 euros à mon père, 5 000 euros à ma grand-mère, 2 000 euros de ma sœur, et en faisant un peu la quête. C'était une affaire familiale au départ. Ils étaient partants. Et... Ils étaient partants, ouais. Comment tu l'as eu ce restaurant? C'est la personne qui est le maire adjoint d'Issy-les-Moulineaux, qui est aussi le premier conseiller du maire, qui était un de mes clients chez Robuchon, qui m'a contacté et qui était un client de mon père. Ça, c'est le hasard de la vie. Et comment tu quittes Robuchon? Un matin, j'ai dit chef, ça peut plus durer. Parce que Robuch, j'en parle souvent, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et ça a été aussi la pire. La plus belle parce que j'ai jamais autant appris, j'ai jamais autant travaillé. Et la pire parce que quand j'ai quitté Robuchon pour aller au Bristol, 3 étoiles, la nuit, je rêvais de ma mise en place de chez Robuchon. C'était beaucoup de boulot. On faisait 55 couverts le midi, 55 couverts le soir, 7 sur 7, toute l'année. Et toi, tu faisais tout le temps la même chose? J'ai commencé aux entremets, après j'étais au garde-manger, puis après au poisson, donc j'ai fait tous les postes. Et puis la carte change quand même régulièrement chez Robuch. On peut pas trop être fragile dans ce métier, non? On peut pas être fragile dans ce métier, ouais. On porte des charges lourdes. En fait, il y a plein de trucs en cuisine, on se rend pas compte. En fait, la cuisine, c'est pas Top Chef. Et c'est pas tout beau, tout rose. On porte des charges lourdes, on est dans le congélateur, on travaille les mains dans la glace, puis après on est les mains dans le chaud, dans les casseroles. Donc c'est un truc un peu rugueux, quoi. Enfin, c'est pas pour rien qu'on disait que les métiers de cuisine, c'est les graisseux, quoi. Est-ce que tu sens plus de pression si tu as une personne reconnue dans l'industrie qui vient manger chez toi? Non, tous les clients se valent. Après, on sait que, en règle générale, quand il y a un confrère qui vient, il dira jamais que c'est pas bien. Donc c'est Jérôme Banquetel qui m'avait dit ça. Un jour, on avait Anne-Sophie Pic qui venait manger, donc on avait 2 étoiles. Et puis moi, il nous met la pression forcément, parce qu'il y a une chef 3 étoiles qui vient manger dans son restaurant. Et je lui dis alors chef, elle est contente? Et là il m'a dit, Mickaël, même si c'était de la merde, elle ne l'aurait jamais dit. Et j'ai dit, c'est vrai qu'en tant que chef, on se tire pas trop dans les pattes, quoi. Tu as travaillé dans des restaurants étoilés. Ensuite, tu as eu l'opportunité ici d'ouvrir ton restaurant, donc tu l'as saisi. Est-ce que ça t'a donné envie d'avoir une étoile? Ouais. Quand j'ouvre ici, vu que j'ai fait que des restaurants étoilés, en fait, je fais ce que je sais faire. Donc, je fais une cuisine étoilable. J'achète de la vaisselle de restaurants étoilés. Je travaille avec les fournisseurs avec qui j'ai travaillé avant, donc qui sont des fournisseurs de restaurants étoilés. Et à ce moment-là, je passe de cuisinier à chef, parce que j'avais jamais été chef. J'avais été sous-chef, mais jamais chef. Et en même temps, patron. Et donc, au bout d'1 an d'exercice, je fais un bilan avec ma comptable qui me dit, bah, Mika, bravo, première année, tu fais tant de chiffre d'affaires et tu fais tant de résultats. Et le temps de résultats, je fais 0. Et donc, je dis, merde, je bosse, je me paye le SMIC, je bosse 70 heures par semaine. Pourquoi faire? Il dit, bah, c'est simple, hein, le linge, tes 3 amuse-bouches, 4 pains différents. Donc on a été en lice pour l'étoile la première année, on a été jeunes talents, on a eu plein de reconnaissances, étape de la semaine par Emmanuel Rubin sur BFM, on a fait la une de beaucoup d'articles. Mais à ce moment-là, il y a le truc de soit j'ai la santé financière de continuer à réinvestir en espérant que l'étoile tombe, soit tu dis écoute, laisse tomber, on va peut-être lever le pied et tirer sur les achats, et c'est ce qu'on a fait. Il faut vraiment mettre beaucoup d'argent, il faut appeler les médias pour qu'ils viennent, pour que le Michelin te regarde, revienne. Donc c'est un vrai investissement. Et surtout, maintenant, il y a un truc qui a changé entre il y a 12 ans et maintenant, c'est que tous les chefs qui ouvrent aujourd'hui, ils ont des services presse comme de l'espace qui coûtent une blinde. Mais le restaurant ouvre, en 4 mois, il y a 50 articles sur eux, ils passent dans tous les médias. Et donc forcément, le Michelin, ils se disent « Ah bah tiens, il faut qu'on aille voir ». J'ai découvert que finalement, ce qui me fait le plus kiffer aujourd'hui de la cuisine, c'est rencontrer des gens. Et qu'on fasse un restaurant 3 étoiles ou qu'on fasse un bistrot top qualité,
Je rencontre les gens pareils. Quel conseil tu donnerais à un jeune comme toi, 14 ans, un peu perdu dans le parcours académique, qui se pose des questions et les parents vont dire allez, va éplucher des patates. On va battre s'accrocher. C'est tout. Moi, ma grande technique, c'était le soir dans ma douche, très fatigué. Il était 1h du matin. Je savais que le lendemain, je devais me lever à 7h ou 6h30. Et je me disais, je sais pas pourquoi tu le fais, mais au fond, tu sais pourquoi tu le fais. Où je marchais, je rentrais chez moi, je prenais le taxi, donc ça me coûtait une blinde pour rentrer parce que notre chef disait, il est 1h10, il n'y a plus de métro, vous pouvez rentrer chez vous, quand on avait fait un mauvais service. Sympa. Voilà, pour vraiment nous motiver. Et je me disais, bon, c'est trop difficile, mais je sais que si je tiens ça, après, le jour où tu t'installes ou le jour où tu vas bosser chez un autre chef, ça va te sembler supportable. Et je pense qu'il y a un truc aussi un peu inné. La sensibilité culinaire, ça s'apprend pas. Quelle est la demande la plus improbable reçue d'un client ou d'une cliente? Table de 4, table 23. Un soir, je vais les voir, je sors de mon service, je me mets accroupi à la table, 2 dames, 2 monsieur. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, tout s'est bien passé. Alors j'en ai 3 qui me répondent, 2 monsieur et une dame qui me répondent oui très bien, qui me regardent, plutôt sympa. Et je vois une des dames qui était à côté de moi, qui était à ma droite, qui me regarde pas. Puis donc je sens qu'il y a un sujet, donc je continue. Et je vois que quand je demande, les 3 regardent cette dame. Et ils me regardent, oui c'était très bien, on a aimé la langoustine, on a aimé ça, machin. Puis vu que je sens qu'il y a un sujet, je creuse un peu. Je dis d'accord, et les desserts, et machin, et première fois que vous venez chez nous, et puis plus je commence à parler avec eux, et on se raconte un peu notre vie, et puis je sens que la dame me regarde toujours pas. Puis il y a un des gars qui dit je pense que c'est sa femme, qui dit bah dis-lui au chef. Je dis bah oui, dites-moi, vous savez, moi je viens vous voir midi et soir, tous mes clients, pour savoir si c'est bien passé. Si c'est dit de façon constructive et bienveillante, on peut en discuter. Et là, elle me dit bah, écoutez, en fait, je vous ai fait un message sur Instagram. Il y a un mois, vous ne m'avez pas répondu. Alors, je me dis mince, qu'est-ce qui s'est pas. Peut-être, pardon. Je dis je suis désolé. Oui, bah, je vous ai lancé un challenge riz au lait que vous n'avez pas relevé. Là, c'est trop improbable! Et là, je dis bah, écoutez, pardon. Et là, elle me sort de son sac un bol de maison avec son riz au lait filmé. Et elle me dit voilà, bah, j'ai fait un riz au lait. Donc elle me sort son riz au lait qui avait passé 3 heures dans son sac. Et elle me demande de goûter son riz au lait pour lui dire si son riz au lait était meilleur que le mien. Alors tu l'as goûté? Et donc là, tu es obligé de goûter, dire ah bah c'est vrai que votre riz au lait est meilleur que le mien. Quelle est la table où tu as le mieux mangé dans ta vie? La meilleure table que j'ai faite, c'est Plénitude. Arnaud Donquel, 3 étoiles. J'ai pris une claque. C'était une vraie parenthèse. Il a vraiment mis de la poésie dans ses assiettes, dans son service, dans la philosophie, J'ai adoré. Le fait que tous les clients passent en cuisine pour manger le trou normand, j'ai trouvé que ça c'était une super idée. Le fromage, le fait qu'il y ait un beau plateau mais qu'il n'y en ait pas 1 million et que chaque fromage, ce soit le fromage préféré d'un de ses potes chefs, j'ai trouvé que l'histoire était sympa. J'avais vraiment adoré. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont particulièrement touché? Peut-être une histoire de vie ou ils sont venus dans ton restaurant pour une raison et tu t'es dit waouh? J'ai eu un mariage qui est parti en nœud de boudin entre la mariée et son père, en crise dans le restaurant. Et j'ai eu le divorce, le verre jeté, j'ai eu la gifle. J'ai eu plein d'histoires. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Rencontrer des gens. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Être esclave. Si tu pouvais nous faire découvrir à certains de tes producteurs, ce serait qui? Tes coups de cœur? Loris, le Camaret, mes poissonniers, ils sont top. Je bosse avec Nivernaise depuis toujours, en viande. Je bosse avec Verly Saint-Eustache, fruits et légumes, qui eux ont plein de petits producteurs. En direct, je bosse avec Jean-Marie Caillot dans la Marne, qui me fait les oignons, les échalotes, les asperges. Je bosse avec les escargots Valentin. Je bosse avec Montalet, Adrien, avec qui je faisais du rugby à l'époque, qui a récupéré l'exploitation de son père en cochon, qui fait que du cochon. Je bosse avec Calios, les huiles d'olive, très bons potes, Greg et PJ et Juanito, qui étaient dans la finance tous les deux. Et ils avaient des oliveraies sur le Péloponnèse. Et en partenariat? Laurent Perrier. Mon plus gros partenariat, c'est Laurent Perrier. Olivier, qui nous a fait rentrer en tant qu'ambassadeur il y a 4 ans maintenant. C'est la seule grande maison de champagne qui reste 100% familiale, qui appartient aux 2 filles. J'adore la philosophie. Tu fais ce métier pour la gloire ou la fortune? Ni l'un ni l'autre. La gloire, on sait que ça passe. On sait que la fortune, ça passe aussi. Donc, les moments que tu passes, c'est du présent et ça fait des souvenirs. Si tu devais découvrir n'importe quel métier dans un prochain épisode de PodTaf,
Quel serait son concierge. métier? Waouh, on n'avait jamais eu ça. Eh ben, trop Pourquoi bien. concierge? Parce qu'il est génial ce métier. Mais je trouve que ce métier est ouf de trouver l'introuvable. Ça doit être dur comme métier. C'est très difficile de connaître exactement les événements sur Paris, en tout cas sur les concerts sur Paris, hein, de savoir où aller, les restaurants ouverts, ceux qui sont fermés, trouver la robe du client qui veut manger qui veut cette robe-là à ce moment-là. C'est assez ouf. Faites dans les petits papiers. Ouais, et il faut avoir un réseau de dingue et être très discret. Ouais. C'est assez, j'aime bien. Ah, défi Et accepté. même le Défi concours Clé d'Or, il est super difficile. Donc si vous arrivez à en choper un, il vous racontera, c'est cool. Ok, parfait. On te reparlera s'il faut Ouais, qu'on pas aille de souci. interroger un concierge. Ouais, avec plaisir. Voilà. Eh ben, merci infiniment. Eh ben, merci à vous. C'était passionnant. Merci beaucoup. On a hâte d'aller manger. Avec plaisir. Et pas à Burger King. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à PodTaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de PodTaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. PodTaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé!